Bien, bon week-end, puisqu'il va débuter dès ce soir pour tous. Il fait beau, pas nous la pluie là, mais ça tant mieux. Et ensemble, nous serons avec vous jusqu'à 14h. Alors, on va recevoir dans un instant, comme chaque vendredi, Ismaël Roguenet et Jacques Davila. Pour l'instant, Ismaël est déjà là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Notre invité VIP aujourd'hui, c'est une personnalité connue en Guadeloupe, connue du monde sportif, qui a eu son heure de gloire au Crêpes. Je vais parler de Toutoun, comme on l'appelait. Antoine Chérubin sera notre invité tout à l'heure. Il sera interrogé par Marie-France Goujoetna et par moi-même. Ensemble, on va voir un peu avec lui comment se porte le sport de haut niveau, puisque depuis Marie-Josée Pérec, nous longtemps pas attendre la médaille d'or rationnée pour la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a un problème? Réponse tout à l'heure avec Antoine Chérubin qui a formé beaucoup de nos entraîneurs et de nos sportifs de haut niveau. Et puis en fin d'édition, nous allons recevoir Madame Kazmarek. Madame Kazmarek viendra nous parler des Tibans, c'est une opération lancée par Frères Caraïbes. Frères indépendants, pardon, pas Frères Caraïbes, Frères indépendants. Voilà, Naïla, l'information. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Esmar. Bonjour. Alors l'information, c'est des véhicules hors d'usage qui sont enlevés dans les sections 2 abîmes. Et bien sûr, le lancement de la 9e édition du Festival Caribule a eu lieu hier soir à la médiathèque Paul Mado. Et en dernier, effectivement, le régiment du service militaire a présenté son drapeau aux ceux qui finissent leur classe. Le drapeau de la France. Et en bref, bien entendu, comme tout le monde a pu le savoir ce matin, au réveil, Monseigneur Cabot est décédé. Alors, juste deux informations avant de donner la parole à Ismar. Premièrement, Secret de famille, son réalisateur Julien Dahl vient de nous préciser que le film est encore visible. Si ce n'est pas vrai, eh bien, on peut le voir encore à Cinestar et au Rex. Secret de famille, c'est un film réalisé par un jeune Guadeloupéen il y a de ça quelques temps et qui est en diffusion et que des milliers de Guadeloupéens ont vu, mais peut-être que ni monde qui peut voir. Donc, vous pouvez le voir. Deuxième information, ce soir, c'est à la CCI, meeting des sentinelles de la Guadeloupe, les SG, comme on les appelle, vendredi 29, donc de 18h30 à 21h à Bastère, un grand meeting. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a une opération de signature qui avait été lancée contre les radars Tourelle qui d'ailleurs continue d'être installé. À Goyave, on a installé un radar encore ces jours-ci. Et pourquoi aussi cette manifestation? C'est parce que le 2 décembre, exactement, Max Mathiasin, que nous avons eu au téléphone, nous a précisé qu'il avait arraché une réunion avec le préfet Gustin. Cette réunion aura lieu le 2 à Bastère. Et donc là aussi, il y aura peut-être une mobilisation. C'est le moment donc de parler de cette question des radars Tourelle. Voilà un peu les deux informations. Nous allons les rappeler d'ailleurs en fin d'édition. Pour l'heure, nous allons parler de l'eau, problème de l'eau, puisque chaque semaine, le vendredi spécialement, nous avons nos deux responsables qui suivent l'actualité de l'eau. Il y a eu premièrement le procès du SIAG, enfin la fin du procès, la résolution, et aussi cette campagne qui est lancée par le SIAG pour le recouvrement. Alors, Ismaël, Nimoun qui a posé une question, comment on dit qu'il a fait exactement dans toi accompagner ça? Non, pourquoi changer que préfet là, dans tout ça a été écrit, il a dit que bon, faut le SIAG lancer une campagne vu gros recouvrement. Bon, et le SIAG bon commencer à le débat tout le monde, mais des milliers de monde qui recevoir l'aide et il y a 111 de assez expéditifs, il a dit bon, sauf au cas d'au moins temps, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros, tout ça, et obligé de transmettre le dossier à le comptable du trésor public. Alors, pourquoi vous prenez une formule terrible? Parce que, aucun disant Monica d'euros, 3 500 euros, ou pas justifier rien, ou pas faire pour une démarche, ni relance, ni tout en procédure qui a fait que, ou que mettez, ou que ça, ou que mettez devant, donc, mon aux abois, et mon qui vient nous tout bonnement, en particulier, tout le monde habite à le SIAG. On ne peut pas imaginer quantité de monde, ça fait nous adhérents sur l'eau, vraiment. Alors là, en termes d'adhérents, ça nous a explosé, mais c'est bien, parce que mon n'a qu'à découvert pour le maillot, etc. Mais procédure là, pas bon du tout. Il n'est pas bon. Et en deuxièmement, et tous ces gens qui viennent là, c'est des gens qui n'ont pas ni de l'eau. C'est des gens de l'eau là, on est tous analysés là, de la petit bout de l'eau à Goyave, complètement pas bon, parce que c'est deux communes, le Nord-Bastère qui y a dans le SIAG, donc c'est une catastrophe. Donc, ça pas bon, on ne peut pas réclamer monde. On peut pas comprendre ces disputes de là, ou quand on a donc dit de la réalité, il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas bré de l'eau là au Kyoka? Bah, là, il n'est pas bon.
Et nous consommons le bois pendant des mois de la nuit, ça vaut la pollution la sortie. En plus que nous avons des bactéries coliformes, des sulfitodictions permanentes dans l'eau là, et on est toutes ces analyses là. Et c'est ces bases là, ça nous a contesté. Nous avons contesté absolument. Et une débute pour expliquer ces parades là. Si vous voulez, à peu près ce que mon lacadoué ou qu'on transmet au comptable trésor comptable qui prend l'argent, c'est complètement faux. Et nous avons dit comptable ça. Nous avons dit comme ça, nous, d'accord, on a demandé l'argent là, mis contestation là, mais pour raison de ne pas payer. Premièrement, on pas ni bon règlement, on pas bon règlement incapable de connaître qui doit qui devoir en moins. Et c'est vrai, et c'est une obligation à ce lieu-là. Et deuxième, il y a du 1000 états de là. Nous avons les analyses que la RSS de là, 1000 $. 1000 $ ou quoi là, puis pas vrai, mais tant qu'à dépenser pour eux. Et nous, on arrête la Cour de cassation, il a dû obliger là, rembourser mon tout dépense il fait pour compenser de l'eau là. Là, il clair arrêt là ça. Donc, on peut pas aller contre jurisprudence là. Parce que dans ça, c'est jurisprudence. Donc, nous avons dit, et si base sa contestation là, ça, nous avons dit, mettez comptable à côté. Parce qu'il faut transmettre comptable à côté. Il n'y a pas du comptable, il transmet comptable à contestation là. Comptable ne peut pas prendre, parce que comptable on juge. Après, comptable il a tranché contre le là. C'est encore sous nous faut comprendre ça. Donc, Monique a resté de côté à eux que pris, mais tout Monique a venu nous, nous ne peut pas toucher eux. D'ailleurs, il faut résoudre mon agoye comme ça. Puisque nous avons contesté. Nous contester, il faut montrer moins que ça n'est pas vrai. Et donc c'est ça très important, c'est pas là. Donc c'est pourquoi nous avons dit ça, c'est qu'on a venu, continuer à venir pour nous défendre les autres, parce qu'effectivement nous ça il faut pour défendre les autres. Alors, Jacques Davila, bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour. Vous avez entendu donc cette campagne qu'on peut juger de malsaine qui est lancée pour le recouvrement entre guillemets des sommes dues par des consommateurs d'eau qui n'ont pas eu d'eau. Comment vous appréciez cette démarche? Je rejoins mon collègue Auguenin dans la mesure où les usagers de Guadeloupe doivent rejoindre leurs associations, surtout les plus efficientes en la matière, pour respecter le droit et faire appliquer le droit. Nous restons sur des habitudes, bon conseil, bon conseil, il faut cesser ça. Plus les associations seront fortes, plus elles seront compétentes et plus les usagers seront de mieux en mieux défendus. Parce que ça va beaucoup plus loin qu'un problème de facturation illégale, cela va vers aussi un problème de restructuration, parce que pendant que des verdicts qui plaisent plus ou moins sont en train d'être rendus, vous avez des problèmes qui jouent sur de très grosses sommes, parce qu'il y a 283 millions de déficits qui sont en train de se négocier, de se discuter entre les diverses parties prenantes au dossier, mais avec l'absence des usagers. Et ce n'est que maintenant qu'ils se rendent compte que les usagers étant partie prégnante, que certaines ont commencé des actions énergiques, avec du doigt bien sûr, et que parce qu'il y a des associations qui ont de l'expertise en matière de finances publiques et de financement, et ils sont décidés dans les jours à venir de les rencontrer pour écouter leurs doléances, les doléances globales, leurs problèmes techniques, les problèmes, parce que les usagers ne peuvent plus accepter que l'on décide à leur place d'en haut et que l'on informe, ils ne sont pas des cochons de payeurs ni des vaches à lait. Il faut que ça cesse les méthodes que l'on utilise. Mais alors concrètement, ça signifie quoi pour les associations qui défendent les usagers? Quelle parade vous leur proposez? Ne pas payer, faut bon, un avocat qui est là. Non, avocat là paye fait mieux que nous. Des avocats là qui ont vraiment nous. Avocat là pas spécialiste en corruption. En cas par exemple, on a plus masso. Ils trouvent en parade, ça fait, ils demandent Renault de couper de l'eau à monde si la base que en droit, c'est mon pas ni abonnement. Et Renault, nous rencontrons Renault a dit nous comme ça, bon, pourquoi? Parce que depuis qu'ils viennent là, c'est mon pas rien payé. Donc, il n'y a pas ni abonnement. Quelle erreur! Abonnement là, c'est les depuis mon depuis longtemps. C'est très important de comprendre ça. Pour montrer où l'avocat là n'est pas spécialiste. Deuxième point, nous avons dit, pendant le siècle qu'a lancé la campagne là, ça, mais est-ce qu'il a lancé côté les gros, les hôteliers, par exemple, la mairie de Saint-François? C'est ça pour rien peut comprendre. Président le SIAG, c'est qu'il a pris l'argent parmi les communications, des millions d'euros à marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est qui met? C'est qui met, et il s'est mis comme mais président le SIAG. Ouais. Donc il faut défendre. Il va payer l'association là. Il ne se fait pas payer. Il ne paie pas, il ne se fait pas payer. Donc c'est grave. Alors il faut demander ces gens là ça, d'abord l'argent là ça, avant de courir derrière ces petits là qui
il n'y a pas d'eau parce que vous n'avez pas rendre service là. En tout cas, rappeler ces gens-là, nous avons un service public de l'eau potable. C'est ça qui arrive. Quand on comprend ces gens-là, ils ont pris parce que nous vivons dans un délicat sans ce service-là. C'est une catastrophe. Et ils ne peuvent pas en tirer sans massacrer les usagers. Ouais. Mais nous, qui défendons les usagers, nous ne pouvons pas laisser faire ça. On comprend qu'ils ont une difficulté. Mais pourquoi ils ont une difficulté? Parce que pendant les années, ils n'ont pas fait ça qui était faux pour réparer les eaux là et nous pris qu'on y est là, effectivement. Donc, ils ont pris à la gorge, mais pas pour ça faire n'importe qui bitin. Et d'accord, Jacques, ils ont payé sans les usagers. Parce qu'on sait là, nous, que Mario, ils ont combien de fait de bitin? Nous payons payer. Hein? Pas comprendre nous augmenter de l'eau là, qu'on fait un bitin unique. Et quand il y a la structure unique là, il est en train de prendre de l'eau. En cas de temps, on les éléments, il est en train de prendre de l'eau. Il est en train de prendre de l'eau parce que chaque comité là a commencé à tirer raconte. Et si, sans accord les comités d'aglo, on ne peut pas faire suivi. On ne peut pas laisser en deux jours, mais c'est très important de comprendre qu'un vléau réclamer ces mon gros pays là, on est cadoué là, avant que des malheureux là qui pas tenir de l'eau, et on commande et pas ni de l'eau potable en védu puis bref, et on commande payer. Oui, absolument, Ismar a absolument raison. Ils ne peuvent pas faire sans nous, alors qu'ils continuent à croire qu'ils vont s'auto-exonérer, c'est-à-dire s'absoudre eux-mêmes de tout ce qu'ils ont pu faire. Ce n'est pas possible. Les associations ont prouvé qu'ils ont fait du doigt, ils vont continuer à faire du doigt, et je porte à la connaissance du public qu'il y a des articles 40 qui ont été déposés, il y a des informations, des portées à connaissance qui ont été faites chez le procureur de la République, parce qu'il y a même des verdicts qui sont tombés, il y a des plaintes complémentaires qui sont déjà tombées entre-temps. Et il est fort possible, qu'en ce qui concerne le verdict d'hier, qu'il y ait appel prochainement dans les jours à venir. Donc, les gens ne sont pas sortis de l'auberge parce que s'ils croient que c'est facile, et les usagers vont se battre, vont mettre tous leurs moyens, parce qu'il y a des gens qui sont compétents dans les associations d'usagers. Il n'y a pas que des camps clos, comme disent certains, ou des emmerdeurs. J'en veux pour preuve que tout le monde est en train d'essayer de se rapprocher des usagers pour informer, inviter dans des choses, alors qu'ils ne disent même pas bonjour. Ces élus-là et leurs agents faisaient quoi dire, ce sont des emmerdeurs, ils nous embêtent, ne fait pas venir. Aujourd'hui, on ne sait même pas comment faire pour répondre à toutes les invitations que nous recevons. Alors, deuxième sujet d'actualité, c'est le verdict rendu à l'issue du procès de l'ancien président du SIAG, M. Hernandez, sur nos mémémés. Alors, on s'attendait à des peines multiples, d'autres enquêtes. Finalement, tout se termine là, 500 000 € de dette, enfin à payer, une amende, et 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Comment vous avez perçu ce verdict? On a dit qu'avant, c'était en mascarade. Non, mais c'est 150 000 € là pour moi. Pas 150 000 plus 640. Alors, c'est ça qui m'ont dilapidé en l'eau là, et puis les autres là, blancs. Et on veut dire que pour le mat de l'eau, c'est des millions d'euros, des millions et des millions d'euros qui disparaissent. C'est ça la réalité. Ça sont mascarades. Et ça tellement sont mascarades que d'une des mondes qui blanc a dans ça, et donc son but symbolique, condamnation symbolique, on a dit ça, parce qu'il faut vraiment faire un procès de l'eau. Pour encore c'est ça fou, hein. Le fait que c'est moi pas tellement pour le moment derrière mais là où on voit des gens qui sont sortis blancs, alors que inévitablement en tant que procès là, les charges sont claires ou établies, même si ça n'a pas fait l'ensemble, mais au moins cette condamnation là, c'est inévitable. Si vous sortir sans rien, sans machin, à part de ils mettaient tout sur Hernandez. Non, on ne devait pas tout seul là dans ça. Et non, ce n'est pas tout seul, mais ni tout conseiller d'administration et tous les élus, tous les des monde, mais même ces gens a été concernés là, par exemple, j'ai nommé Noyo, pas du monde aussi blanc, pas même ni on bitait aussi, pas même ni rien. Non, en cas quoi que pour cela, ça, résultat c'est une catastrophe parce que aussi des gens il y a blanchi pour payer servir puis après parce que qui l'engagement oui parce que nous des jeux qui a joué là qui pas clair et encore il faut nous revenir ça mais faut nous les usagers nous faut un vrai procès si question à là pour monde chez les vrais coupables les monde partir les millions les 500 millions les 600 millions que nous payons c'est ça qui vrai font la question là. Oui, le verdict qui a été rendu de mon point de vue, mes propos d'engagement comme moi, comme d'habitude, c'est un verdict conforme pour partie aux plaintes qui ont été déposées pour la partie pénale
et subséquemment pour une partie civile qui est venue s'additionner après. Ce n'était pas le procès de l'eau, c'était le procès de 2 marchés attribués parce qu'il faut savoir qu'on veut coincer les gens, les associations, il faut travailler intelligemment pour trouver quelle est la faille, quel est le maillon faible de la chaîne. Le maillon faible de l'affaire du SIAC dans l'affaire de l'eau, c'était celui-là à l'époque. Donc c'est ce maillon-là qui a été utilisé et l'ex-président a été condamné pour ce maillot. Il s'avère que le parquet est dans une situation eu égard à la relaxe où elle fait appel et des gens, des associations feront appel parmi les parties plaignantes dans les jours à venir éventuellement parce qu'il est impensable que dans un détournement, dans une affaire de marché public de cette nature, de cette sorte, que l'on se retrouve avec un verdict de relax dont une partie des prévenus était condamnée mais se retrouvait en appel suspensif pour le même motif. Donc c'est une affaire de morale. Et c'est cela, dans les jours à venir, l'opinion publique sera informée de ceux qui prendront leurs responsabilités ou pas, et si l'État assume les siennes. Parce que le procureur du tribunal de grande instance est fondé à faire appel. Parce que lui-même, il est gêné, parce qu'il avait demandé autre chose. Absolument. Fera-t-il appel Oui. On se demande si l'affaire, aujourd'hui, on n'est pas en train de noyer cette affaire. Non, ça ne se noie pas, parce qu'il y a des associations qui sont comme dans une tour de guet, qui sont des sentinelles et qui ne baissent pas les bras. Pour eux, c'est une péripétie, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une péripétie, c'est une étape. C'est combat derrière pour finir d'année. Ça l'est, nous, ça va finir. Et puis quand Jacques dit, à part tes procès à du problème de l'eau là, c'était deux marchés. Et notamment c'est là où tu fais femme. Million. Voilà. 2 petits marchés. Oh, question de l'eau là, c'est des millions et milliards même peut-être. Mais même si le fait que c'est des millions, là où quoi dans la gestion publique, quoi détourner l'argent, quoi faire des magouilles, il faut payer quand même. Il faut interdire mon là et ni pas au marché public. Au moins si on a là ça, il blanchir c'est une monde qui quand même vraiment des magouilles qui était clair, qui était établi à deux procès là, ça était clair, les faits, les faits, etc. Il y a une blanchie. Il faut savoir un deuxième procès à faire. Oui, mais il faudra refaire cette affaire-là, mais il faut qu'on arrive à faire, nous, Guadeloupéens, entre nous, d'accord entre nous, ensemble, le procès de l'eau. Parce que ce n'est pas possible, cette affaire-là ne peut pas continuer. Considérez son boudin, nous fait aussi ça, boudin, il y en a pris l'autre. Ça n'est pas normal, ça. On va tout mettre sur la table, il faudra qu'on en finisse, ça ne peut pas continuer. Parce que quoi, nous, pour ça, toute qualité d'habité à faire, c'est retrousser manche en nous et nous aller. Ça ne peut pas arrêter comme ça. Tout à fait. Bon, mais nous comprenons de ça que vous êtes d'ailleurs pour manier que parti là les faits hollandais c'était juste oui, on péripétie. On les pour gaga voir nous quasi on s'est mis à 650 000 euros. 250. Tu as fait. Nous avons parlé des centaines de millions d'euros, nous à 150 000. Alors le vrai procès de l'eau, c'est contre qui monde? Contre toutes les parties concernées, l'État a sa part de responsabilité pour ne pas avoir assuré sa mission régalienne de contrôle de légalité, de contrôle administratif, de contrôle comptable, de contrôle budgétaire et de contrôle financier. Oui. Donc elle assumera. L'État étant son propre assureur, nous verrons, on s'entend. Mais il y a toutes les parties, les gens qui avaient des délégations de services publics, qui ont fait à des gens qui étaient en charge du contrôle, c'est-à-dire des agents qui étaient complices actifs et passifs, plus les élus de la démocratie représentative pour lesquels nous avons voté, et que certains irresponsables de chez nous ont conduit pour faire les mêmes choses, faire pire, considérer ce que j'appelle le Iboronsa. Non, il faut que ça cesse. Donc, toutes les parties, qu'est-ce ça qui a caché en Argentine, qu'est-ce ça qui a caché là, ou qui est en retraite à Nice, ça pas avec côté, il faudra qu'ils rentrent en compte parce que ce n'est pas possible. Il faut sanctionner. Aucun régime, aucun système au monde ne fonctionne s'il n'y a pas de récompense et sanction à due proportion de matière. À part faire mon méchanceté. Sous pardon, il ne faut pas y faire rien.
Faut nous sérieux. Nous rappelons bien important. Et en principe, général, toutes ces sociétés-là qui étaient avant, là, SOGEA, SOBEA, SOCA, pour moi, c'est les principaux responsables. Ça pourquoi? Il y a une gestion à 20 communes. Là, nous avons posé pour l'empoisonnement. Oui, l'État est responsable, mais c'est on a diffusé de l'eau là. Il y a nous boire de l'eau là aussi, mais c'est eux. Donc, gros à l'argent là, c'est eux qui partent et puis, ils sont responsables des agences de l'eau. Expliquez-nous mécanismes, expliquez ça, comment c'est mes partenaires là. Et les partenaires là, ils ont laissé nous dans Babla. Là, ils ont vu que arrivé, ils ont laissé, mais ils ont parti et puis l'argent là. Et ces élus là n'ont pas important parce qu'ils ont laissé ça fait. Par contre, ils ont laissé Bougla et ils ont laissé ces Bougla partir sans rien, sans demander des comptes si délégation là, c'est interdit. Normalement, ou une délégation, il faut rendre compte des délégations. Annuellement. Il faut rendre compte, et là où le contrat a fini, quoi que pas 20 était fini, c'est encore plus grave, et bien il faut rendre compte pour garder combien qui l'État prend réseau là, et qui l'État est mettre vous. Et si les comptes ont été correctement faits, parce qu'il y a des régies, il faut le savoir, qui ont l'obligation d'avoir une commission de contrôle financier, ce qui est obligatoire de par le Code général des collectivités. Ces gens-là ont laissé partir le délégataire sans avoir fait fonctionner la commission de contrôle parce qu'elle n'existait pas. Donc on se retrouve dans une situation de droit. Tous les comptes qui n'ont pas encore été faits, c'est déjà un problème. Parce qu'il y a des comptes, la générale des eaux est partie au 31 décembre 2016. Il faut savoir qu'il y a des comptes qui n'ont jamais été arrêtés. Elle a fait signer à tous les gens qui étaient les maîtres d'ouvrage des fins de contrat, léonins ça s'appelle, donc illégal en droit. Illégal. Oui, où ces gens-là ont signé qu'ils s'engagent à ne pas poursuivre la générale des eaux. C'est tout à fait légal. Il faut que l'opinion sache ça. Ils se sont engagés. Bien, messieurs, nous bien contents de c'est bien ça. Qu'on va dire comme procéder pour monnaie. Ah non, qu'on rate, c'est pour battre. Oui. Et les Guadeloupéens, donc ainsi pour le SIAG là, attention, rassemble les autres côtés des associations, qu'à défendre les autres, de manière à ce que tout le temps rentre en 12h55. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Et on continue les informations après le jour, après la page de pub, puisqu'on va recevoir monsieur Antoine Chérubin dans un instant. Bonjour à tous, si vous êtes à table, bienvenue. Il est 13h02. Je voulais dire, nous allons recevoir l'une des grandes personnalités du sport guadeloupéen, quelqu'un qui a marqué des générations d'athlétisme, mais pas seulement du sport en général. Il a été responsable du CREPS de la Guadeloupe, il a formé nos plus grands athlètes. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir aujourd'hui dans notre VIP, monsieur Antoine Chérubin. Bonjour. Buenos días, amigo. Buenos días. C'est quelqu'un qui a vu tout ce qu'il y a d'important dans le sport guadeloupéen. Alors, c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité. Et comme toujours dans cette émission, on commence par sa biographie. Et c'est Marie-France Goujo-Etna qui tout de suite qui s'est penchée sur le parcours, j'ai envie de dire, impressionnant d'Antoine Chérubin. Marie-France, bonjour. Effectivement, Danick, eh bien, je n'aurai pas assez d'une émission pour présenter notre invité, tant son parcours est dense. Antoine Chérubin, vous êtes né en 1936 à Moule. Votre papa était chauffeur de maître et votre maman, elle travaillait dans un commerce. Et vous êtes enfant unique. Alors très vite après votre naissance, eh bien, vos parents ont déménagé à Pointe-à-Pitre. Et cette ville est devenue votre terrain de jeu. Vous l'avez annexé notamment pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Et comme vous étiez plutôt svelte et grand à l'époque, eh bien, vos copains vous désignent pour être celui qui va courir derrière les camions qui entrent à l'usine d'Arboussier pour piquer quelques cannes à sucre. Et puis un jour, vous en avez eu marre, alors vous avez décidé de faire une razzia et d'avoir un stock d'avance que vous entreposez dans la cuisine d'un de chez vos copains. Et quand le père de Christian rentre et qu'il voit que sa cuisine est transformée en succursale de l'usine d'Arboussier, il le prend très mal. Et il vous file une grosse raclée à laquelle votre père en rajoute une autre. Parce que vous expliquez qu'à cette époque, eh bien, il fallait filer doux, filer droit, et qu'il y avait toujours un œil qui traînait pour le dire à vos parents. Alors, vos grandes vacances, eh bien, vous passiez toutes vos vacances à Moule chez vos grands-parents, plus précisément à Bois-de-Vipard. Alors là, évidemment, c'était les plaisirs de la campagne. Vous alliez à la plage, à la rivière, vous chassiez les agayas. En réalité, vous étiez un enfant plein de vie, on dirait même un peu casse-cou.
Des bêtises, dites-vous, eh bien on en faisait tout le temps. Par exemple, on attachait des boîtes de lait concentré vides à la queue d'un chien, on bloquait les entrées de la rue et la pauvre bête, on la faisait courir jusqu'à épuisement. Ou alors, autre petit jeu, eh bien vous faisiez fumer un poisson dénommé Belle Tête jusqu'à ce que le pauvre explose. Ou alors vous couriez pieds nus sur la caille. Bien évidemment, votre mère vous surveillait comme le lait sur le feu, d'autant plus que votre papa, à l'époque, était souvent absent. Son patron, Louis Pravaz, qui était un des premiers exportateurs de bananes, résidait à Saint-Claude, et bien souvent, votre papa dormait là-bas. Alors vous allez au collège de Massabielle et puis ensuite vous découvrez une vocation pour la prêtrise. Donc vous allez à Blanchette, vous y restez environ 3 mois et puis vous apercevez que ce n'est pas pour vous. Donc vous retournez au lycée Carnot et vous bouclez votre terminale à Basse-Terre. Après le bac, alors que vos amis pour la plupart font médecine, droit ou pharmacie, eh bien vous optez pour le sport. Vos professeurs de lycée vous ont beaucoup impressionné. Mais alors on rejette votre demande de bourse et de prêt d'honneur. Non pas que vos parents aient particulièrement les moyens, vous rappelez que vous viviez à 3 dans une même pièce, mais simplement, dites-vous, eh bien à l'époque, c'était plutôt les enfants de Nanty qui pouvaient bénéficier de ce genre de privilèges. Alors, eh bien, c'est grâce à une aide conjointe du directeur alors de la DDJS et également de l'aide financière de l'employeur de votre père, Louis Pravaz, à qui vous vouez une grande reconnaissance. Et c'est ainsi que vous retrouvez étudiant à Welgat, à côté de Deauville. Vous vous y sentiez bien, vous jouez au basket dans l'équipe de Trouville et vous chantez au casino de Deauville. À cette époque, vous êtes alors champion d'académie du saut en hauteur 1m85. Votre seconde année de maître de PS, eh bien, vous la réalisez à Vincennes, plus exactement à l'Institut national des sports. Vous dites... Alors nous étions bien mieux formés que les profs d'aujourd'hui, car nous faisions toutes les disciplines de l'athlétisme, mais au-delà de ça, nous faisions également du judo, de la boxe, du basket, du hand, du foot et du rugby. Et chaque séance de PS se terminait par une séance de chant. Et quand vous êtes devenu à votre tour enseignant, eh bien c'est une méthode que vous avez repris à votre compte. Alors bien sûr, vous vouliez rentrer en Guadeloupe à cette époque-là, mais le directeur de l'université vous en a dissuadé. Il vous a expliqué que vous aviez certes beaucoup d'aptitudes, mais que vous n'aviez pas encore l'expérience. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez professeur dans la ville de Laon, dans l'Aisne, où vous exercez de 1959 à 1965. Parallèlement, vous devenez international d'athlétisme. Et tous les dimanches, vous imposez en fait un entraînement très dur, de 8h à 17h, on vous retrouve au cross, au 100 mètres, au 200 mètres, au 4x100, au triple saut et en longueur. À cette occasion, vous rencontrez un entraîneur américain et qui vous apprend en fait des choses qu'on ne connaît pas encore dans l'Hexagone, notamment sur la préparation physique. En 1965, la Guadeloupe se dote de son CREPS et le directeur de l'époque fait appel à vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes aussi le premier maître d'éducation physique guadeloupéen formé. Et donc vous rentrez enfin en Guadeloupe et vous occupez la fonction de 1965 à 1972. Vous devenez alors Antoine Chérubin, conseiller technique régional, puis conseiller technique interrégional. Vos résultats sont excellents et vous êtes nommé entraîneur national du sprint féminin. C'est-à-dire concrètement que l'équipe de France vient s'entraîner en Guadeloupe sous vos ordres. Et puis vous devenez directeur technique national adjoint et vous bouclez votre carrière comme directeur du CREPS de 1994 à 2001. Vous dites alors, j'entraînais par tous les temps et dans les pires couloirs, le 1 et le 8, parce que quand on est bon le jour de la compétition, les éléments peuvent bien se déchaîner, on est présent et c'est évidemment un atout. Eh bien, vous avez récupéré des athlètes que l'équipe de France avait rejetés, et notamment la Martiniquaise Rosie Bacoul. Grâce à vous, pendant 3 ans, elle fut championne de France sur 100 et 200 mètres. Au championnat d'Europe à Athènes en 1982, votre équipe termine à la 3e place du 4x100 mètres féminin. La Guadeloupe a ainsi sauvé la France de l'humiliation en lui rapportant 2 médailles sur les 4. Enfin, au JO de Los Angeles l'année suivante en 1984, une équipe 100% antillaise entraînée en Guadeloupe au CREPS termine à la 4e place, à 1/100 de la 3e. À la question, Antoine Chérubin, quel est votre meilleur souvenir ? Bien évidemment, eh bien, vous citez notamment les championnats d'Europe à Athènes en 82. Sous la pluie, couloir 1, eh bien, Bacoul décroche la 3e place aux 100 mètres devant la championne olympique de Russie. Mais ce sont bien les JO de Los Angeles qui vous laissent le plus grand souvenir.
90 000 spectateurs, rappelez-vous, sans piano, qui joue du Gershwin, et Lionel Richie qui chante. Et là, vous entrez en piste. Et vous répondez présent, 2 finalistes et une 4e place. Votre plus mauvais souvenir, Antoine Chérubin, et vous dites, eh bien, ce sont tous ces athlètes qui ont du talent, mais qui n'ont pas la foi. Pour vous, la qualité essentielle chez un être humain, eh bien, c'est la modestie, l'écoute et la franchise. Le plus grand des défauts, l'orgueil et le mensonge. Et si vous deviez traverser la planète et n'emmener qu'un seul objet dans vos valises, vous répondez non sans humour, eh bien, ce serait ma prière du matin que je n'oublie jamais. Et enfin, à la question, quel est votre endroit préféré? Eh bien, vous répondez le long du boulevard à Moule. Vous adorez vous y asseoir pour regarder l'Atlantique. Antoine Chérubin, merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Ben, merci Marie-France pour ce portrait d'Antoine Chérubin. C'est vrai qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Alors, comme toujours, on commence par une première question, pas liée à l'actualité cette fois-ci, mais à votre passé. Alors, je vous donne 4 noms. Bambuc, Kangyo, Gérard César, Martol. Je vous donne une autre série de noms. Girard, Aaron, Urtis, des Guadeloupéens. Alors, entre ces 2 générations de sportifs, bon, une génération des années 60, une génération des années 90, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment, pour le dire, il ne faut pas non plus se cacher la face, nous devenions incontournables. Et sachez, quand vous êtes incontournable, on va tout faire pour que vous puissiez, disons, ne pas avancer. Rappelez-vous, Sophie Pointer, une fois, m'avait posé la question, depuis votre départ du CREPS, M. Chérubin, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est très simple, le ministère nous a envoyé des indésirables, aussi bien à la DGS qu'au CREPS, et automatiquement aussi, comme on était vraiment 45% de l'équipe de France. Et malheureusement, cher ami, nous avons oublié nos fondamentaux, parce que ne me racontez pas d'histoire. J'ai entraîné en Guadeloupe dans les pires conditions. Ok, les athlètes sont restés en Guadeloupe. On allait dans la Caraïbe, parce que les gens découvrent la Caraïbe là, mais non. On allait dans la Caraïbe dès 1967. Feu, mon ami Lolo Chap, nous avons préparé une équipe qui a battu celle des Américains à 2 reprises au Southern Games. Nous étions en 67. Nous allions au Karishta, nous allions au Southern Games, c'est sûr. Bon, nous allions aussi en stage aux États-Unis. Oui. Donc, on avait un entraînement qui était vraiment particulier. Parce que moi, j'étais formé à l'école française, certes, mais ensuite, j'étais formé aussi à l'école américaine. Et dès mon retour en Guadeloupe, j'étais abonné avec mon ami Pierre Vigénus, paix à son âme, au bouquin américain Track and Field and Track Technique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le père de l'athlétisme s'appelle M. Bud Winter. Yes. C'est un Américain qui a mis en place le système d'entraînement moderne. Rappelez-vous, Tommy Smith, c'est lui. C'est lui. Les Evans, c'est lui. Hein, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc, et celui-là, je me suis beaucoup inspiré de lui. Et la plus grande fierté que j'ai eue, c'est quand M. Tommy Smith est venu en Guadeloupe, on l'a reçu, et je lui ai montré le bouquin de son entraîneur, les 3 bouquins. Il m'a dit, mais you know Bud? Yes, I know Bud. Bud is my teacher, he's my master. Et le dimanche suivant, c'était le meeting d'athlétisme de Bémao, eh bien, il m'a remis son bouquin à lui. Et il a dédié to Antoine Chérubin, USA coach, you are not a French coach. Donc, pour vous dire que, par exemple, moi, j'entraînais le matin à 5h30. OK? J'entraînais, au début, je n'avais pas de lumière. On éclairait la piste avec nos voitures, M. Lolo et moi, puis non. On ne s'est pas plaint, on l'a fait. Ensuite, on entraînait chaque vacances. OK? Des bi-quotidiens, 4-5 jours au CREPS, Martinique, Guadeloupe, Guyane, avec leur entraîneur. Je passais dans les 4 points que j'avais mis en place, Basse-Terre, Cap-Esther, Pointe-à-Pitre, Saint-François. Je passais en tant que conseiller technique et je réunissais la fine fleur pendant toutes les vacances. Et c'était des stages de 4-5 jours. Oui. Bon, il y avait des courses obligatoires pour tout le monde.
Les escaliers qu'un taliban a cassés en 2014, parce que je l'ai appelé un taliban, les escaliers du Crève, tout le monde est passé dedans. Oui, vous êtes passé dedans, oui, je connais, je me souviens. Les footballeurs, tout le monde est passé dedans. Ouais. Parce que c'est un outil pédagogique. Upstairs. Partout où vous ouvrez un bouquin américain ou anglais des grandes nations, vous parlez de upstairs, escalier. Ouais. C'est le juge de paix. Le juge de paix. Ça vous donne tout. Ça a une fonction particulière. Mais plusieurs fonctions, puisque je faisais monter les escaliers, tenez-vous bien, 2 par 2 et 3 par 3. On descend, on monte une sur la jambe gauche, on change, on monte 2 par 2, on descend 1, on monte 2, on descend 2, on remonte 3. Ça, on passait 3 quarts d'heure dans l'escalier. Donc l'entraînement, c'était partir à Chauvel, revenir, escalier 3 quarts d'heure. La main courante autour du stade, on faisait traction, renversement, pompe. Qu'est-ce qui fait ça maintenant? Grimper de corde. Je faisais faire de la gymnastique à mes athlètes. Roulade avant, roulade arrière, roue. Si, ensuite, il y a aussi grimper de corde, évidemment. Et puis, la technique. Parce que la technique, les gammes, je faisais mes gammes, moi, sur 30, 60, 80, 100 mètres. Et ça, c'était un entraînement qui était permanent. Je ne faisais pas de la préparation physique comme ça pendant 3 mois et j'arrêtais. Non, c'était permanent. Et puis, je réunissais tous les meilleurs entraîneurs avec leurs athlètes, parce que je ne piquais pas les athlètes. Non. Par exemple, je me rappelle très bien, je me rappelle Gérard, à un moment, s'entraîner avec Jacques. Puis après, bon, Jacques a changé, il a quitté l'éducation physique. J'ai dit à Gérard, attention, tu es avec Jacques, c'est tout. Et je me rappelle quand Lomba est venu me voir, j'ai été voir son entraîneur. Oui, j'ai été le voir aux Abîmes, Raymond Garnier, on en a causé. Donc, et puis, il y avait une émulation. Et je dis que un entraîneur, il est tout à la fois. Il est entraîneur, il est psychologue. Lolo Pinardon et moi, on massait nos athlètes. Mais il faut dire aussi que j'avais mis au point un système au Krebs de soins. J'avais 2 médecins. 2. C'est pas 1, j'avais 2 médecins. Madame Tournier-Lycée et monsieur Plumasso-Jean. J'avais 3 kinés, dont un en permanence, monsieur Laurent, de 16h à 23h. J'avais un sur Basse-Terre, monsieur Laguerre, un sur le Gosier. Et oui. Eh bien, donc, les athlètes étaient, s'ils étaient soignés, sur place déjà, s'ils étaient, ou alors quand ils repartaient chez eux. Bon. Et tous mes entraîneurs étaient, comme j'étais DTN adjoint et entraîneur national, j'avais des crédits. Pourquoi j'avais des crédits? Parce qu'on était les meilleurs, point la ligne. Ouais. C'est tout. Parce que je crois qu'en métropole, la métropole vous reconnaît quand vous êtes devant. Ouais. Quand on est devant. Et je vous donne un exemple. Parce que ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai nommé un Martiniquais en Martinique, par exemple, M. Lucien Sainte-Rose que j'ai formé, un Guyanais en Guyane, M. Tariaf, et je réunissais tout ce monde. Et il y avait une méthode chérubin. Non, mais on peut l'appeler comme on veut. Ah, mais oui. Mais la méthode, on peut l'appeler la méthode Toutoun, elle est d'inspiration américaine. Et quand j'entends certains coachs dire que les Américains, bon, c'est destructrice, c'est nocif, je dis, celui-là n'a rien compris au film. Ah, c'est sûr. Donc, maintenant, dites-vous bien que tous les entraîneurs de la Caraïbe, qu'ils soient jamaïcains, cubains, pas des cubains, les cubains c'est l'école soviétique, ou soit Trinidad et Tobago, ont été formés aux États-Unis, ensuite ils sont rentrés chez eux, et ils ont fait ça, ils ont leur petite cuisine à eux, c'est tout. Mais il faut vous dire aussi que maintenant, on a cédé à la facilité. Moi j'ai entendu un coach dire une fois à l'INS, un coach métropolitain, oui, c'est pas la peine de faire du footing, ça sert à rien, c'est pas la filière. Je laissais parler, je regardais les 4 techniques qui étaient là, personne ne mouftait. J'ai dit, excusez-moi monsieur, mais vous préparez des gens pour des meetings, mais pas au championnat du monde ni aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a 3 à 4 courses. Avec votre méthode là, ça tient 2 courses. Ça tient 2 courses et bonsoir madame. Quel est le problème maintenant? Vous savez bien qu'il y a un creux. Il y a un creux. Et parce qu'on a laissé tomber, si on peut dire, les fondamentaux, et il faut revenir. Maintenant, ouvrez tout. Vous allez voir, les gens se disent, tous les gens bien placés vous disent, et même les entraîneurs, les gosses de maintenant, ils ne savent pas courir, ils ne savent pas lancer, ils ne savent pas sauter. On ne grimpe plus. Le programme athlétique disparaît de partout. Moi, je pousse même la boutade à dire, je demande à un gosse maintenant de lancer 2 pierres dans un manguier, ou après un oiseau, il peut se déboîter l'épaule, mais ils font pas le travail qu'il faut. C'est tout. Je sais que je me ferai des gens qui ne seront pas contents. Alors c'est le cadet de mes soucis, ceci.
Une question de Marie-France Mougeot, tout de suite. Antoine Chérubin, vous avez formé des dizaines de sportifs. Quels sont ceux qui vous ont quand même le plus marqué? Écoutez, un défi, j'ai 2 défis même. Je me rappelle, le premier athlète que j'ai entraîné en Guadeloupe en arrivant s'appelle Étienne Mouloui. Le premier athlète a dépassé 7 mètres, record 7,27. Le premier athlète a dépassé 15 mètres. Il était famille nombreuse, il n'a pas pu poursuivre parce que famille nombreuse, il a dû travailler très tôt. Il est rentré à Air France et il a terminé responsable de la comptabilité. Donc, il a réussi sa vie. Mais l'athlète qui m'a permis de me révéler, c'est Jacques Rousseau. Parce que le directeur des sports de l'époque, le colonel Crespin, avait dit à M. Basileux, il n'y a personne pour que le jeune Rousseau qui a 7,20, 7,30 puisse passer 8 mètres. Ceci a été rapporté par le directeur qui m'a convoqué pour me dire que l'année prochaine, on allait perdre Jacques. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut essayer de donner tort à M. Crespin? Il m'a dit, ah, ça c'est votre affaire. J'ai dit, bon, vous me faites 2 bandes d'impulsion de 25 et de 40 cm et vous me faites une piste d'élan en herbe. Il me dit, pourquoi l'herbe? J'ai dit, de toute manière, va sauter à Trinidad et à Trinidad, c'est de l'herbe. Et en même temps, les bandes d'impulsion, c'est pour lui habituer à être très très haut à l'impulsion et de ne pas se précipiter. Parce que quand on progresse en technique, en vitesse, on se trouve dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Mais avec le banc, on est très très haut. J'apprends cet athlète à maîtriser. Il me dit, ouais, mais il y a un banc. J'ai dit, ouais, mais je vais enlever le banc. J'ai dit aux théories différentes. Je vais enlever le banc. Et quand je vais juger nécessaire, j'enlève le 3e banc et il va verrouiller sous la planche. Et je me rappelle très bien, j'avais dit à Jean Chaumeau-Lamotte, tiens, tu viens au Krebs mercredi prochain, à 15h, Jacques passera 8 mètres à l'entraînement. Nous étions en avril. Hein. Ouais. Le père Chaumeau vient, au 4e essai, Jacques balance 8,04. Il me dit, ah, je mets ça dans le journal. J'ai dit non. Dans un mois, il y a Marie-Périne à Martinique et tout le gratin sera là. Il me dit, ouais, on va faire un peu de l'argent. Il dit, non, tu vas gagner davantage. Et effectivement, tenez-vous bien, le mois suivant, on arrive à Martinique. Je dis bien en Martinique. Hein. Le meeting, c'était Marie-Périne. Et M. Bobin, directeur technique de l'époque, me dit, mais ton petit protégé là, il a combien? Bon, j'ai dit, bof, il a 7,40, 7,50. Dans les concurrents, il y avait un certain Phil Chinick, un Américain, Phil Chinick. J'ai dit à Jacques, tu sautes, et si tu mords, ou si tu es trop loin, tu ne me regardes. Si je te fais ceci, c'est tu avances, et si je te fais ceci, c'est que tu rythmes. Oui. Le concours commence, Jacques saute 7,43, je me rappelle très bien, Chinick 7,70, deuxième échelle, toujours Chinick qui mène. Au 4e, je lui ai dit, tu fais l'impasse. Tu remets ton sous-vêtement, tu t'échauffes bien, et tu recules 2 demi-pieds, et tu rythmes. 5e essai, tenez-vous bien, 8,06. Chinick a sauté jusqu'à après-demain, 7,96. Chinick gagne. Chinick perd la compétition. Jacques gagne le concours. Et le lendemain, j'ai été voir M. Basileux en disant, vous allez écrire à votre directeur, M. Crespin, qu'il a eu tort de sous-estimer les entraîneurs guadeloupéens. Ça, les mauvaises langues ici, je les connais. Ah, c'est coup de chance. Comme si on peut faire 8 mètres par chance. Jacques a rééduqué, puisque Jacques, ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a été aux Jeux Olympiques et qu'il avait battu le record de force du saut longueur et 8,26. Et l'année suivante, là je sors Lucien Sainte-Rose, 18 ans, demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Munich. À 18 ans, il balance 24. Et l'année suivante, il bat Silvio Léonard devant tout le monde aux abîmes en 24 encore. Donc, ensuite, j'ai entraîné, comme on l'a dit, beaucoup d'athlètes. Le dernier grand sprinter guadeloupéen s'appelle Herman Lomba, que je sache. Oui, bien sûr. Monsieur Herman Lomba. Soit dit en passant, quand je suis devenu directeur du CREPS en 1994, j'ai confié à mon ami Harry Méfond, qui était mon adjoint au CREPS, puisque je lui ai confié mes athlètes, dont Herman. J'ai entendu des gens me dire, il ne pourra pas. Regret. 2 ans après, il l'a emmené à Atlanta. Atlanta, et il faut dire aussi que mon ami Méfond, que je le salue, nous sommes allés au jeu,
à Séoul. On a fait Séoul. On a fait 5 jeux ensemble. Quand Marie-Jo a gagné à Barcelone, nous y étions. Ouais. À Atlanta, j'ai emmené mon épouse à Atlanta, ce sont les plus beaux jeux pour la Guadeloupe. Doublé de Marie-Jo Pérec, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Flessel qui transperce le poitrail de tout le monde. Ouais. Et Girard qui prend la 3e place au 110. C'était exceptionnel. Donc, je suis un inconditionnel de la Guadeloupe. Je suis viscéralement guadeloupéen. Et j'adore le Creps. Parce que le Creps, c'est le creuset du sport antillais-guyanais. Sans le Creps, nous n'aurions pas tous ces sports développés là que vous voyez là, sans ce Creps. Parce qu'on a été formés au Creps les premiers maîtres et les premiers professeurs adjoints qui ont essaimé dans les 3 départements et qui ont développé toutes les disciplines. Pas une discipline. Comme je l'ai dit, ils étaient formés d'une manière totale. Et moi, j'enseignais toutes les disciplines de l'athlétisme. J'enseignais boxe. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. J'enseignais boxe. Parce qu'il y avait judo, lutte, boxe. Il y avait basket, handball, tout. Et c'était comme ça. Donc, maintenant, je crois qu'il faut que l'on se dise, nous mettons tout à plat et nous revenons à la base. C'est ça la difficulté. La difficulté, oui et non. Oui. Parce qu'il y a quelques entraîneurs, de jeunes entraîneurs actuellement, qui font leur trou. Je leur ai dit ceci. Vous êtes à contre-courant pour certains, c'est pas un problème. Ayez les meilleurs, voilà. Ça, c'était ma technique. C'était ça. On prend la pause pub tout de suite et on se retrouve pour la suite de cette passionnante rencontre avec l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Même, j'ai presque envie de dire au Caribéen, mais on va parler tout à l'heure, puisqu'on va parler de la Caraïbe. Nous sommes avec M. Antoine Chérubin, qu'on appelle affectueusement Toutouna, tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL en VIP. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui M. Antoine Chérubin, qui a été directeur du CREPS, formateur des plus grands sportifs guadeloupéens, avec lui depuis une vingtaine de minutes. Il nous reste 15 minutes encore à passer avec lui. Il n'y aura pas suffisamment de temps pour lui poser toutes les questions. Deuxième question de Marie-France Goujoetna, on l'écoute. Alors, vous avez créé une méthode particulière d'entraînement. Mais qu'a-t-elle de si particulier, cette méthode? J'ai priorisé la base, les fondations, la préparation physique générale et la préparation spécifique. Un athlète, un footballeur, un basketteur, tout ce que vous voulez, ça court avec, ça saute, ça lance avec tout son corps. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait non pas hypertrophier les gens, passer des heures et des heures en salle de muscu, devenir comme des armoires à glace. J'ai toujours dit que la puissance, il faut avoir une puissance raisonnée, parce qu'un surcroît de puissance, ça vous crée beaucoup de désordre. Parce que je me rappelle, j'ai entraîné du temps où, par exemple, les sprinters, c'était des espèces de mastodontes. Je me rappelle, le plus gros sprinter que j'ai vu, c'était Manfred Cocotte. Ce gars-là, il pesait 95 kilos. Bon, maintenant, il y a Akines qui est un peu comme ça. Mais c'était le roi du 60 mètres. Mais le surcroît de puissance, vous devez le traîner jusqu'à l'arrivée. Regardez Boyd. Vous croyez Boyd est équilibré. Oui. Regardez Marie-Jo Pérec, elle est équilibrée. Regardez Carl Lewis, il est équilibré. Tous ces grands-là, actuellement, quand vous voyez tous ces grands sprinters-là, ils sont très équilibrés. Donc, pour moi, c'est la base. Conditions physiques. Général, on appelle ça la caisse, on appelle ça, si vous voulez, le fond physique, j'appelle ça les fondamentaux. À partir de cet entraînement, je puis mettre de la technique, mais une technique, il faut être exigeant. Je vois des gammes, parce que quand par exemple un pianiste, il fait ses gammes, un trompettiste fait ses gammes, mais c'est pas des gammes, non, on répète à satiété. Et j'ai innové quelque chose. À la fin de chaque entraînement que je faisais des gammes techniques. Parce que quand vous avez fait une séance, par exemple, très dure, 350, 320, 500, 600, votre coach vous dit, maintenant, nous allons faire monter le genou sur 100 mètres. Vous avez fait ça pendant toute la séance. Flexion-extension, le saut qu'on appelle brutalement le saut de crapaud, là. Faites ça aux jeunes de maintenant, là. Au 5e, je traversais les terrains avec ça. Les escaliers du Creps. Il y avait 11 marches.
34 et 43 cm de hauteur différente. C'était l'idéal pour tout. La mise en action, tout ça, je travaillais ça là. Flexion, c'était ça. Donc, ensuite, je me suis abonné parce que, comme je vous ai dit, j'ai été formé à l'école française. Et je remercie monsieur Mégros. Pour moi, c'est l'un des premiers grands entraîneurs américains et français. Parce qu'avec des sprinters à 10-4, hein, il a établi un record du monde de 4x100. Donc il avait quelque chose, quelque part. Il a entraîné Roger Bambuc. Et oui, parce que quand Roger est parti en métropole, eh bien, il s'est entraîné avec M. Joseph Mégros, que je sache. OK. Bon, lui, M. Mégros m'a entraîné quand j'étais au bataillon de Joinville. Donc, et puis, autre chose aussi, je me suis abonné à Track and Field et Track Technique. Je discute, je vois. J'ai assisté à des colloques qu'on fait à l'INS quand j'étais à l'INS en tant qu'entraîneur. Il y a un entraîneur américain qu'on appelait Bush. C'était l'entraîneur de John Smith, l'entraîneur. Et il nous a appris 5 exercices à faire avant de courir. Il vous dit, looking a cat sleeping. Regarde un chat qui dort. Vous lui faites... Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il vous regarde, il arrondit son dos, il s'étire et il part lentamente. Il part slowly. Il ne fait pas voup. Pourquoi quand un réveil sonne, n'importe quoi, vous faites déjà voup? Vous mettez votre voiture en route le matin, même si on est en Guadeloupe où il fait chaud, votre voiture va fouiller un petit peu. On vous dit, laissez monter l'huile tranquillement, qu'on n'entende pas le claquement du moteur. C'est la même chose. L'échauffement, pour moi, les Américains appellent ça le warm down. L'échauffement, c'est un moment privilégié. Vous devez écouter vos corps. Je vois des gens, des gosses, des athlètes, qui n'ont encore rien prouvé. Ils ont 50 Walkman dans l'oreille. On écoute quoi? Si vous écoutez du Gershwin ou alors une petite valse ou alors un petit boléro, et encore, vous devez écouter votre corps. Et c'est à l'échauffement qu'on peut savoir si on est bien ou pas bien. Et le coach, parce qu'avant tout, un coach, c'est un observateur, est un psychologue. Pour moi, je vois maintenant, dans mon temps, il n'y avait pas ça, psychologue. Non, j'avais pas ça. On joue au psychologue nous-mêmes aussi. Lolo et moi, la force de persuasion. Je me suis beaucoup servi de ça. Ça, on fait l'empé fait aussi. Et en pays, fait une fois, en fait en manière pérenne. Antoine Chérubin, alors, je voulais quand même revenir avec vous sur ce qui n'est pas un détail, c'est qu'en Guadeloupe, vous avez réussi à faire battre des Américains. Et alors? Avec leur méthode. Mais non, mais ça, c'est pas grave, ça. C'est-à-dire que, il faut vous dire quelque chose. Les Américains ont cet avantage qui vous donnent leur méthode, vous venez chez eux, vous vous entraînez dans leur université, et vous pouvez les battre. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Par exemple, j'ai entraîné quand le dopage était une institution en Allemagne de l'Est. Mais si, c'est une institution. Parce que Bakou, je me rappelle très bien qu'est-ce qu'elle me dit. Elle rentre en finale, elle me dit, Toutoun, j'ai rempli mon contrat. Ouf. J'ai dit non. Tu peux monter sur le podium. Mais j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Il y a Kondratcheva, championne olympique. Il y a Geur, il y a Vogel, il y a tout ça. J'ai dit, tu as le 3e meilleur temps. Tu es au 1, on s'est toujours entraîné au 1. Il pleut, on s'est entraîné quand il pleuvait. OK? Et c'est de la cendrée. Tu ne cours pas au milieu du couloir, tu cours à droite du couloir. C'est une technique, ça. Un couloir fait 1,22 m. Tout le monde court au milieu. La cendrée, ça, il y a des trous. Et j'ai appris à décaler le starting block de 30 cm. Je cours à droite ou à gauche. Dès qu'on court en ligne. Courir en ligne, c'est pas courir en pagaille. Et courir en ligne, c'est le travail quotidien. Each day you make to work, man, you know. Yeah. Vous devez répéter le geste. Maîtriser le geste. C'est tout. Et ne pas se contracter. Bud Winter a écrit un bouquin, Relax and Win. Regardez bien. Quelqu'un qui gagne, il est relax. Le visage est serein. Vous avez des gens qui sont les rois de la grimace, mais ils font la grimace après. C'est tout. Donc, cette méthode-là, elle a fait ses preuves, puisqu'elle a été exportée aussi bien en Martinique et en Guyane. On va de la Guyane maintenant. La Guyane est devant nous actuellement, là. Ouais. Attention, ils ont gardé leurs fondamentaux. Il faut les garder, ceux-ci. Il faut les garder. Et il faut aussi... You must believe in yourself. Il faut croire en soi. C'est un défi. La Guadeloupe...
regardez bien, la Guadeloupe, c'est le seul département, et je l'ai dit dernièrement à Paris, puisqu'on m'a appelé pour un témoignage au ministère, puisque la France, en 2024, organise les Jeux Olympiques, et je reçois un coup de fil du cabinet du ministre, on me dit de passer pour faire un témoignage sur l'inscription de l'esprit olympique dans le patrimoine génétique de l'humanité. J'ai posé la question, pourquoi moi ? Ah ben monsieur Robin, vous plaisantez, vous êtes le seul ultramarin à avoir occupé tous les postes de la Fédération française d'athlétisme, et moi j'ai ajouté de les avoir bonifiés, parce qu'on peut occuper des postes, oui. Et puis redescendre, non, c'est l'échelle, regardez bien, c'est une échelle, conseiller technique régional, interrégional, entraîneur national, 2 Jeux Olympiques, 2 championnats du monde, 2 championnats d'Europe, DTN adjoint, 2e personnage de la Fédération, et je termine au Krebs. Et c'est là que mon ami Benito Espinal, soit dit en passant, vous le voyez, qui vous parle de ces oiseaux, de ces insectes, mais c'était l'un des tout premiers coureurs de 800 mètres de la Guadeloupe, entraîné par M. Jacques Lolo, oui. Avec... Il nous l'a dit. Ah oui, un grand monsieur, un grand monsieur. Il m'a dit ceci, tout tourne. La vérité est circulaire. Tu as commencé au Krebs en 65, tu as terminé en 2014-2001 directeur du Krebs. Quand on termine où on a commencé, c'est qu'on ne s'est pas arrêté en chemin. Je me suis fait mien, si on peut dire, cette citation. Alors, est-ce que, Antoine Chérubin, oui. L'athlétisme guadeloupéen peut revenir à son... Oui, l'athlétisme doit revenir, parce que je vais sur le stade, je vais voir les compétitions. Il y a des jeunes pousses là, mon Dieu, qui ont un talent fou. Mais il y a des petites choses à corriger. Par exemple, je vois des gosses qui courent pied 10h10. Ouais. Je l'ai eu, ce problème de 10h10. Je l'ai eu avec mon Louis. J'ai corrigé ceci. Ça se corrige. Bon, je vois des gens qui font des gammes sur 20-30 mètres. Non, on fait des gammes sur 40, 50, 60. Et surtout, il ne faut pas se disperser. Dans toute ma carrière, j'ai fait que 3 compétitions indoor avec des athlètes confirmés. Parce que à ce moment-là, bon... Je suis allé en métropole avec Bakoul, Gachette, Louvain, les nègres. On me dit que tu es venu chercher. J'ai dit, moi, je suis venu vous battre en hiver. Je suis allé dans un esprit de défi. On les a battus comme il faut. Puis après, j'ai dit, ça ne me sert à rien parce que ça. Enfin, oui, ça sert. Au début, ça vous donne une idée si vous avez fait des progrès sur des distances plus courtes. Mais vous imposez à un jeune organisme des déplacements perpétuels. Aller en métropole, se préparer pour ça, revenir, aller dans la Caraïbe, revenir, aller en métropole pour les universités, revenir. Les gens qui font ça, ce sont des gens qui sont déjà au top de leur forme. Il faut préserver les jeunes organismes. Et puis la nourriture de maintenant aussi laisse à désirer. Oui. Moi, je surveillais tout. L'hydratation, c'est tout. Non. Maintenant, je vois des athlètes, ça mange des chips, ça mange du Coca-Cola, ça mange du Coca-Cola à gauche et à droite, ça mange du sang. Je dis, mais attendez, la ration d'attente, ça existe, les fruits séchés, ça existe, les bananes séchées, ça existe, les pommes coupées, ça existe, dattes et tout ça, des cerises, des choses. Mais attendez. Non, je crois que il faut revenir aux choses saines. Vous avez remarqué, cher ami Zandrounis, comment maintenant, dans toutes vos émissions, les gens vous parlent. On retourne à la gaz par la nature, bio. Maintenant, c'est fini ça maintenant. Maintenant, il faut revenir. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai toujours fui les excès. J'ai jamais été sous ma vie. Et on dit, Toutou, tu ne connais pas l'ivresse. J'ai dit, oui, je connais l'ivresse des femmes, c'est mieux. Parce que le lendemain, c'est encore bien. Alors que votre ivresse, à vous, là, vous bavez dans la rue. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, dernière question, il est 13h45, on va terminer dans un instant. Antoine Chérubin, en Guadeloupe, à Saint-Kitts, en Jamaïque, il y a eu des champions presque pratiquement au niveau supérieur mondial par rapport aux Américains qui ont toute la puissance nécessaire. Est-ce que ça signifie que dans notre Caraïbe, il y a une graine qui... Monsieur Zandrounis, avec Zandrounis, il n'y a jamais de vice, jamais de caprice, mais que du délice, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est dans la Caraïbe. Il y a eu des Trinidadiens champions olympiques du javelot, oui. des Jamaïcains, le disque, oui. En plus du... Parce qu'on nous a cantonné toujours sprint 100-200. Les gens découvrent la Jamaïque. Mais dès 1948, les Jamaïcains avaient un relais 4x4 avec Arthur Wint et McKinley qui ont été champions olympiques. Mais oui, John Quarry, champion olympique. Oui. Donc, la vérité est dans la... Moi, je dis...
On peut aller en métropole faire les championnats de France, et j'y vais. Allègrement, parce qu'il faut passer par là pour aller aux Jeux Olympiques. Mais privilégions la Caraïbe. Allons en stage aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est quand même ça, Costa Rica, mais surtout, on va en stage en Jamaïque, on va en stage à Cuba, on va dans notre environnement proche. Vous avez vu Doha, dites-vous bien que désormais, toutes les grandes compétitions vont se faire chez les Arabes là-bas, où il fait chaud. Mais on s'adapte à la chaleur. Moi, j'ai vu des gens me dire, on ne peut pas s'entraîner quand il fait chaud. J'ai vu des grands théoriciens à l'université raconter du n'importe quoi à ce niveau-là. Mais là-bas, n'oubliez pas Tokyo. J'ai connu Tokyo, 1964. Ben, c'est où la grande Marlène Kangyo, première noire à avoir été au jeu, c'est là qu'elle a été. Pambuc a fait aussi Tokyo, que je sache. Et Tokyo, c'est là. Tokyo, c'est là. Alors là, maintenant, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et on ne prépare pas une compétition en un pays chaud sans ne pas venir dans un pays où il fait bon. On a toujours loupé le rendez-vous avant les Jeux. Avant Los Angeles, les gens devaient venir s'entraîner ici. Non, l'équipe de France va en Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas de décalage horaire qu'on me dit. Je dis, écoutez, arrêtez. Ils vont, je ne sais pas, un peu partout. Non. On s'entraîne inside. Remarquez bien qu'on faisait les Jeux de la Guadeloupe ou alors le meeting d'athlétisme là de Bimao. Vous voyez où ils font leur rentrée les Américains ici. Ici. Et pour 10 ou 15 euros, vous voyez des gens pour lesquels il faudra payer une fortune. Mais c'est vrai. Non, ce qu'il faut là maintenant, je vous dis, c'est qu'on se ressaisisse, qu'on n'ait pas peur de se dire bon, on s'est trompé, on remet les pendules à zéro. Et on revient aux basiques, aux fundamentals. Merci Antoine Chérubin. Je vous annonce, puisque j'imagine que ce sera une émission particulière, qu'on fera une deuxième émission avec notre ami Koumen. Mister Méfond. Parce qu'avec Méfond, il n'y a pas de ronron, il n'y a pas de flonflon, il n'y a que de l'action, voyons. Voilà, 13h. Ça vous va comme ça, M. Diazaroli? Ça me convient parfaitement. Et merci d'être venu en direct. De nada, hombre. See you next. See you next. Believe in yourself. Voyons-vous. Tout de suite, l'info. Oui, l'info. Donc c'était vraiment intéressant. Mais sincèrement, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Alors après des prospections sur la ville des Abîmes, sur le territoire des Abîmes par rapport aux véhicules hors d'usage, il va savoir qu'avant l'enlèvement, de nombreuses incitations sont lancées par la police pour que les propriétaires de ces véhicules puissent justement débarrasser l'environnement de ces carcasses. Dans le cas où effectivement ces relances ne sont pas effectivement exécutées, l'enlèvement pour lutter contre l'insalubrité se fait. C'est dans ce sens que ce reportage vous est montré aujourd'hui. Le reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, vous savez bien que l'enlèvement des VHU nécessite un certain nombre de procédures. Et arrivé au bout de ces procédures, nous sommes aujourd'hui à la fond pour l'enlèvement des VHU et pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Il y avait trop de carcasses et j'ai été choquée en me disant ce n'est pas parce que c'est un quartier dit sensible, un quartier en dehors de la ville, et que c'était mon canton et qu'il fallait que moi j'intervienne. Et j'ai demandé donc en mon nom propre, en tant que conseillère départementale du canton, je respecte les personnes qui y vivent. Donc nous avons décidé d'accompagner le nettoyage parce que je sais que les Abîmes c'est immense et que le maire des Abîmes fait le maximum pour pouvoir accompagner. Mais il faut que nous, conseillers départementaux, nous qui avons la possibilité de donner un petit peu de nos indemnités, que nous puissions intervenir aux côtés du maire. C'est une opération conjointe de la ville des Abîmes, Mme Bourrel L'Incertain, conseillère départementale du 3e canton de la ville des Abîmes et de l'association Brise d'Arc. Donc en fait, tout ce maillage a permis d'avoir un résultat que vous voyez ce matin, l'enlèvement des VHU et surtout l'amélioration du cadre de vie des habitants de la faune. Oui, franchement c'est beaucoup plus agréable puisque nous-mêmes on l'a remarqué, quand on prend le temps avec un petit balai, un petit râteau, de nettoyer là où on va s'asseoir pour manger, pour boire, pour faire toutes les petites activités hors de la maison, franchement c'est beaucoup plus respirable, l'air passe et tout, franchement c'est beaucoup mieux, j'avoue, et c'est plus beau, voilà. En Guadeloupe, les VHU deviennent un fléau et principalement aux Abîmes, nous rencontrons énormément de difficultés
avec la gestion des VHU. Pourquoi? Puisque la ville des Abîmes, il faut le dire, hein, fait le recensement des véhicules, mais l'enlèvement n'incombe plus à la ville des Abîmes. Donc c'est une association agréée qui enlève les véhicules. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en termes de délai d'enlèvement, ça prend du temps, c'est à rallonge, puisque nous, la ville, nous ne gérons plus l'enlèvement. Donc pour nous, avoir ce type d'opération menée en gros avec les associations de quartier, avec la ville des Abîmes et le conseiller du canton, pour nous c'est une aubaine et on espère continuer de ce sens-là en accompagnement des associations qui veulent améliorer le cadre de vie de leur quartier. Alors cela a été annoncé, le festival Caribule 9e édition a démarré hier soir, reportage tout de suite. C'est déjà de promouvoir les auteurs, les éditeurs qui sont sur le territoire. Ensuite, c'est susciter la création artistique, notamment du 9e art. C'est démocratiser en fait cet art, le faire découvrir en fait que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes. Et donc c'est notamment pour ça que l'entrée est libre et gratuite et qu'il n'y a vraiment rien de payant. Selon la sensibilité de chacun, il y en a qui veulent aussi se perfectionner, en faire leur métier. Pourquoi pas aussi travailler dans la communication? Il y a besoin aussi de dessinateurs, dans la publicité. Donc c'est vrai qu'en fait après il y a vraiment un éventail de métiers au-delà même que de l'auteur de bande dessinée, de manga ou d'albums de jeunesse. Et on a essayé vraiment de mettre en place des animations autour vraiment de la bande dessinée, manga, album de jeunesse. Donc il y a une masterclass manga, il y a une rencontre aussi autour de l'album de jeunesse. Il y a aussi donc des ateliers BD, donc notamment la représentation des Noirs dans la BD, animée par Roland Montpierre. Et puis on a aussi des ateliers tout public pour vraiment découvrir le dessin et puis aussi particulièrement donc les codes de la bande dessinée. Du point de vue du public, je pense qu'effectivement il y a toujours un bon retour parce que les gens ils aiment beaucoup l'humour. Donc comme la caricature fait beaucoup appel à l'humour, donc on va dire que c'est une façon décalée, avec du recul, d'aborder certains sujets. Je trouve aussi que, en tout cas, certains jouent le jeu, notamment M. Bernier, je me rappelle, qui aimait beaucoup les caricatures que je faisais. Même Toto Lurel qui m'avait acheté une caricature que j'avais fait de lui et pourtant Dieu sait que je n'étais pas allé de main morte. Donc on va dire que voilà, c'est plus ou moins bien accueilli. Il se trouve que j'ai une sensibilité à décoder un certain nombre de choses. Et c'est un peu ça le rôle des dessinateurs de presse, c'est de décoder un certain nombre de choses. Et ce sont ces choses-là que je vais décoder, que je vais essayer de raconter sous une forme humoristique. Et en espérant que ça fasse mouche. Moi, mon objectif n'est pas de chercher à plaire en tous les cas, je n'ai pas un objectif précis. Hein. Je ne suis pas un révolutionnaire dans le sens où un dessin va faire bouger le monde. Il y a eu de très grands auteurs et depuis nan et qui n'ont pas pour autant réussi à faire changer le monde. C'est un ensemble de personnages, d'actions qui seront menées et sur le terrain à travers la musique, à travers du théâtre, à travers de la peinture, à travers du dessin de presse, etc., des articles, à travers l'école, par le biais de l'école. Et c'est toutes ces choses-là qui vont participer à faire changer le monde. Mais c'est certainement pas moi tout seul. Voilà, Caribule, et ça continue. Alors, on reçoit Lynn Kazmarek, bonjour. Bonsoir, bonjour. Et vous avez près de vous un objet qu'on connaît, un objet très familier en Guadeloupe, le tiban. Oui, un tiban, mais pas n'importe quel tiban, un tiban d'artiste. Alors je crois qu'il va y avoir une exposition à partir de demain, c'est ça? Oui, à partir de demain, on lance l'exposition Tiban 2, oui. Donc du 30 décembre jusqu'au 10 janvier à l'espace Artruche à Pointe-à-Pitre, au 6 quai l'Herbe. Et c'est une exposition collective où on a invité les artistes à travailler sur cet objet familier, le tiban, et chacun a pu s'exprimer. Alors chacun fait son tiban? Alors, chacun peut faire son tiban ou part d'un tiban qui existe et se l'approprie, ou alors le redesign à leur manière, ou alors applique leur motif, ou voilà, créer autour de cette thématique. D'où est venue l'idée? Alors, c'est une idée en fait qu'on a déjà mis en place. En fait, c'est Tiban 2, le titre de l'exposition. C'est la deuxième édition de cette exposition qu'on avait réalisée en 2014 à la galerie TNT à Jarry. Et c'est une exposition auquel il y avait participé une quarantaine d'artistes. Alors, en fin de compte, le tiban devient un objet d'art?
Tout à fait, en fait ça permet de dépasser les limites, c'est un objet du quotidien, chacun a un tiban chez soi, il l'utilise en fait, mais ça permet d'avoir un autre regard sur cet objet familier. Et oui, on repousse un peu les limites de cet objet du quotidien. Et il est placé comme un objet d'art. Il y a une question entre l'œuvre, l'objet, le design et la culture, l'innovation, les traditions. Alors, les petits bancs, on les retrouvera où, cette exposition? Alors, cette exposition ouvre demain à Artruche, en fait, l'espace café-galerie qui est au centre de Pointe-à-Pitre, en face du marché de la Darse. Et on pourra acheter les petits bancs? Oui, bien sûr, tous les petits bancs sont exposés et en vente. Voilà. Et combien d'artistes vont travailler sur les petits bancs? Là, pour cette deuxième édition, on a une dizaine d'artistes qui ont participé. Oui. Mais c'est devenu vraiment une mouvance, en fait, le petit banc d'artistes. Et maintenant, c'est un support, ça devient presque un support comme une toile. En fait, même. Visiblement. Voilà, quand même le montrer un petit peu. Oui, j'en ai apporté un ici. C'est un petit banc d'artiste Thierry Allais. Oui. Alors, on a de la wax rembourrée et après, du coup, en fait, il est customisé sous toutes ses faces, sous tous ses aspects. Apparemment, un petit banc artistique et culturel qui fait partie désormais du patrimoine. Il faisait partie du patrimoine mobilier de la Guadeloupe. Pardon, il devient maintenant patrimoine artistique pratiquement. Ah ben oui, c'est carrément un fait. Depuis 2014, c'est vraiment un fait artistique, culturel. Maintenant, même les artistes s'approprient cet objet et n'hésitent pas à appliquer leur art dessus. Alors, rendez-vous donc à partir de demain. À quelle heure exactement? Alors, demain, c'est une rencontre matinale. C'est de 9h à 14h à Artruche, à Pointe-à-Pitre, à partir de 9h. À la ruche, en face du marché. En face du marché, voilà. Loin du Yacht Club. J'aime à dire la Maison Noire. Voilà, c'est une petite maison pointoise peinte en noir et il y aura plein de petits bancs partout. D'accord. On pensera à ça pour s'asseoir. Il est 13h58, le dernier mot, Naïla? Non, ça va? On a fait le tour, on a reçu, on a parlé comme chaque semaine des problèmes de l'eau autour de la tentative de recouvrement de l'eau du SIAG, aussi du procès. Et puis nous avons reçu Antoine Chérubin, qui est un grand du sport guadeloupéen. Il était notre invité VIP aujourd'hui. Et tout de suite, nous terminons avec Lynn Kazmarek et le banc, le petit banc 2, à partir de demain à la ruche, oui. La question que je posais, le petit déjeuner, c'est tout le monde ou c'est vraiment faut réserver ou... Non, c'est ouvert. En fait, c'est un lieu, c'est un café en fait, donc les gens peuvent venir prendre un café. D'accord. Consommer une viennoiserie, voilà, c'est ouvert. D'accord. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 13h59. On se retrouve à partir de lundi pour nouveaux ZCL pour toute la semaine. Et si vous n'êtes pas encore allé, vous avez alors, le temps. C'est vrai, il y a quelque chose que j'avais oublié. Oui, un rappel. Il y a la pièce de théâtre de Gertier Archimède demain. C'est demain, le 30. C'est le 30. Si j'ai bien en mémoire. Et justement, c'est au Félix Poto. C'est ça. Et il y avait une place à gagner. Donc, je laisse un ticket à l'accueil de Canal 10 pour une personne qui peut appeler après l'émission, mais il faudra donner la date de la première année où les femmes ont eu le droit de voter. En Guadeloupe. Alors, je rappelle qu'en ce moment même se tient à Basse-Terre Infirmiers en Mouvement, c'est au fond d'Elgrès. Si vous avez raté, si vous voulez faire de la bande dessinée, vous avez à Paul Mado Caribule 2019 qui se déroule aujourd'hui et jusqu'à demain, les enfants et les adultes. Si vous voulez acheter de la bande dessinée, vous avez la possibilité. Et puis, si vous voulez être fanatique de petits bancs ou de petits bancs. Oui, c'est effectivement. Et ce week-end va être très riche parce que vous savez que James Germain est en ce moment en résidence à l'Aramée avec les sœurs Terriba, avec Femme Kika, avec Jean-Michel Lesdel. Donc sincèrement, c'est les deux béninoises qu'on a reçues hier dans le ZCL Event culturel. Donc ce sera aussi samedi à 19h et il y a la Ville Opéra à Bémao. Oui, il y a vraiment de quoi et c'est le moment, l'occasion vraiment de profiter. Et le dernier bal de quadrille qui aura lieu à Morne-à-l'Eau, à Richeval-Morne-à-l'Eau, dernier bal de l'année. Alors profitez-en avec l'association Héritage de Danican. Donc c'est le moment effectivement de profiter avant les chantées Noël qui vont bientôt démarrer. Alors je le dis toujours avec un petit peu de chauvinisme, vraiment au niveau culturel de la Guadeloupe, on est vraiment très riche. On est au top. Pour avoir visité toute la Caraïbe, de Cuba peut-être, mais je peux dire qu'en Guadeloupe il se passe des choses régulièrement et des très bonnes choses. Et puis on est
très culture. Non, c'est vrai quand on regarde le banc, on est vraiment très culture quand on retourne à ce... ben justement, quand Tiban a cisé pour toutes les manifestations qu'on a citées, il faudra venir. Voilà, 14h02. Merci à Yann pour la réalisation technique. Et puis si vous avez tout raté, vous avez la possibilité de tout revoir sur le Facebook Live du ZCL Facebook. Très facile. Et bien sûr, à partir de la semaine prochaine, vous aurez les replays de toutes les émissions de la semaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Lynn d'être venue. Merci à vous. Et puis bon Tiban là. Merci. Oui, voilà. Tout à fait. Thank you.